On est très heureux de vous accueillir cette année pour cette deuxième édition du festival Jusqu'au Vallon. Ce festival est porté par notre jeune association Culture Vivace, créée il y a 2 ans maintenant, qui cherche à expérimenter et à partager des projets qui s'inscrivent au croisement d'enjeux agricoles, écologiques et culturels, mais aussi artistiques. Et notre objectif, c'est de sensibiliser les habitants à la transition agroécologique des territoires. Cette année, on a choisi de placer le vallon sous le signe des paysages comestibles, car on veut s'intéresser aux enjeux alimentaires de la transition agroécologique. Dans son dernier livre, Mathieu Kalam mentionne 4 grands leviers de la révolution agroécologique: l'agroforesterie, la transition énergétique, la régénération des écosystèmes et enfin la transition alimentaire. Ils sont évidemment tous liés, mais c'est surtout sur ce dernier axe, celui de la transition alimentaire, que nous avions envie de nous attarder aujourd'hui. Donc je laisse à présent la scène à Mathieu Kalam, que j'invite à nous rejoindre. Bonsoir à toutes et à tous. C'est évidemment un plaisir d'être là. Le lieu est très inspirant. J'espère que vous avez pu déjà profiter des différentes promenades qui sont offertes, qui ne sont pas seulement des promenades physiques, mais aussi des promenades gustatives. Enfin, les sens sont éveillés. Alors évidemment, une conférence, c'est un peu différent. Je ne vais pas pouvoir vous faire sentir ou goûter des choses, ni forcément les toucher. Mais justement, par contre, ce sera une promenade peut-être imaginaire. Je vais faire appel à votre imaginaire parce que, évidemment, comme je n'ai que l'outil de la parole pour susciter des choses, je compte sur votre esprit pour le transformer en image. Évidemment, d'abord peut-être expliquer quel a été mon parcours. Je suis agronome de formation, j'ai reçu une formation finalement assez classique, même si j'avais fait déjà mon stage en agriculture biologique, donc j'ai vécu d'une certaine manière ce que voulait dire la formation en agronomie autour du modèle qu'on va qualifier d'industriel. J'aime pas trop le terme productiviste parce que, comme vous l'avez compris en vous promenant à travers ces champs, la nature est extrêmement productive et la forêt le démontre. Et c'est une des raisons pour lesquelles on essaye ici de faire de la forêt alimentaire. Donc je préfère le terme industriel qui désigne mieux ce dont il s'agit. Voilà. Et ensuite, j'ai travaillé pour cette fondation qui soutenait notamment des acteurs qui essayaient de faire évoluer les politiques agricoles avec très peu de réussite. On peut même dire 0 réussite. Évidemment, ça m'a interpellé. Quand on échoue régulièrement, on se pose la question de pourquoi. Et ça m'a amené à travailler sur à poser des questions. Pourquoi? Vous savez, on dit qu'il faut poser 7 fois la question pourquoi pour arriver à des réponses, et j'ai essayé de faire ça pour essayer de comprendre pourquoi nos sociétés sont allées dans cette direction, pourquoi elles se sont mis à manger ce qu'elles ont mangé, pourquoi elles se sont mis à produire ce qu'elles ont produit, pourquoi elles ont mis des politiques qui privilégiaient, par exemple, typiquement les céréales par rapport à d'autres productions. Et plus vous posez ces questions, plus vous remontez dans le temps. Alors c'est ça la difficulté. Non seulement vous remontez dans le temps, mais vous allez vers des représentations culturelles de ce qu'est le vivant. Nous allons en parler. Puis vous remontez jusqu'à, mais c'est quoi exactement la nature du pétrole et du charbon? Ah oui, et on reviendra là-dessus. Finalement, c'est de la biomasse fossile. C'est pas de l'énergie fossile, c'est de la biomasse fossile. C'est des excédents de fertilité d'il y a plusieurs millions d'années, etc. Donc vous voyez, on a le modèle de l'arbre, et bien ce type de raisonnement, il est forcément arborescent, et c'est un peu à travers, on va comme ça, tel un écureuil, sauter de branche en branche pour essayer au moins d'avoir une image de cet arbre. Pourquoi devrons-nous manger différemment demain? J'ai utilisé ce procédé qui consiste à poser des questions et à y répondre à votre place, parce qu'évidemment, mais c'est pour montrer d'abord que les questions, un des phénomènes importants est que nous vivons avec des tas d'implicites. Il y a des questions qu'on ne se pose plus. Et quand on les pose, elles nous paraissent triviales. Et la première question qu'on se pose, c'est, mais au fond, pourquoi a-t-on besoin de manger? Alors, ça nous paraît évident. Il suffit d'arrêter de manger pendant quelques jours pour comprendre pourquoi il faut manger. C'était tellement évident qu'il a fallu énormément de temps pour les êtres humains pour comprendre que les végétaux, eux, ne mangeaient pas. Quand vous regardez les travaux des agronomes, latins par exemple, ils se posent dans une vision du monde qui est une vision qu'on appelle galénique, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, ils pensent que le monde est composé de 4 éléments, la terre, le feu, l'eau, l'air, et ils se posent finalement la question, ces arbres-là qui poussent, ils sortent d'où leurs constituants? Et quand vous posez cette question, même encore aujourd'hui, l'immense majorité des gens pensent que les végétaux mangent de la terre.
Et c'était quelque part la réponse des Grecs, la réponse des Latins. La vision galénique, qu'est-ce que les végétaux? C'est quelque chose qui vraisemblablement mange de la terre. D'où la notion d'engrais d'ailleurs. La notion d'engrais, c'est je mets de la graisse dans la terre. Et en fait, cette vision-là, il a fallu attendre le début du XVIIe siècle, et c'est un médecin néerlandais qui s'appelait Van Helmont, qui était un spécialiste de la digestion humaine, qui un jour a fait une expérience qu'on ne serait incapable de faire aujourd'hui, d'ailleurs parce qu'elle a duré 7 ans. Et Van Helmont prend un grand bac de terre, il a pesé très précisément, alors pour faire ce qu'il fait, il faut déjà disposer d'outils de peser, il pèse très précisément la terre qu'il met dans ce bac, et il plante un jeune saule dont il a lui-même pesé le poids, et il l'arrose. Il l'arrose, et 7 ans plus tard, il arrache le saule, il le pèse, il pèse la terre, et la terre n'a pas perdu de poids. Et donc Van Helmont en déduit d'une manière extrêmement logique que les arbres, en l'occurrence, et les végétaux en général, ne mangent pas de terre. Mais évidemment, ça répond pas à la question qu'est-ce qu'ils mangent. Et d'ailleurs, Van Helmont, qui a dû arroser son saule, va avoir, alors qu'il arrive à invalider une erreur, va lui-même dire, les végétaux sont sans doute composés d'eau. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, on n'a pas la vision des éléments chimiques du tableau de Mendeleïev, etc. On est au début, il y a déjà l'alchimie qui travaille. Le paradoxe, c'est que Van Helmont est aussi l'inventeur de la notion de gaz. Et notamment, c'est lui qui a analysé la combustion il va parler de gaz sylvestre, c'est la première appellation du gaz carbonique, gaz sylvestre, parce qu'il s'aperçoit que quand on brûle des bûches, il y a un gaz qui se dégage, le CO2 notamment, et il va penser la notion de gaz. Et à aucun moment, il n'imagine que la combustion des végétaux, c'est l'opération inverse qui leur permet de se créer, et donc que les végétaux sont faits de gaz. Il faut quand même mesurer à quel point, même encore pour nous, c'est quelque chose d'absolument anti-intuitif de penser que l'immense majorité des composants des végétaux et donc des animaux qui sont incapables de faire leur propre biomasse, ça vient de l'atmosphère. Et vous voyez tout de suite le lien d'ailleurs avec la question climatique. Qu'est-ce que font les végétaux finalement? Pourquoi on dit qu'ils sont des puits de carbone? Présentation, ces types de noms qu'on trouve qui sont un peu discutables évidemment, mais vous voyez dans tout le débat sur le CO2, on dit on va planter des forêts, ils sont dans les puits de carbone. Oui, effectivement, parce que vous avez sans doute vu pendant vos études, notamment entre la 4e et la 3e, le phénomène de la photosynthèse, et effectivement, les végétaux vont être capables de capter le CO2, le carbone qu'il y a dans le CO2 de l'atmosphère, ce dont vous n'êtes pas capable, ce dont aucun animal n'est capable. Et grâce à une réaction qui capte également la lumière solaire, ils vont casser cette molécule qui est extrêmement stable. Ils vont d'un côté mettre le carbone, faire une chaîne de carbone, en général une chaîne de 6 carbones, c'est le fructose, le glucose, qui sont ensuite capables d'agencer pour créer l'amidon, qui est un polymère de carbone encore plus long, etc., etc. Et en fait, ils vont donc casser une molécule de l'air et réussir à créer des molécules qui sont à la fois un formidable stock d'énergie. C'est pour ça d'ailleurs que quand vous brûlez du pétrole, vous brûlez du sucre, vous dégagez de l'énergie, et dans le même temps, qui peuvent être des composants de la matière. Et donc c'est ça qui est complètement étonnant, c'est-à-dire que quelque part, ces végétaux, ils utilisent, c'est vraiment la maison, vous savez, dans Hansel et Gretel, il y a une petite maison de pain d'épices. Alors ça paraît absurde comme ça, une maison de pain d'épices qui est à la fois aliment et brique. Eh bien c'est exactement ce qu'est la matière organique. Elle est à la fois source d'énergie et brique. Et d'ailleurs, comme vous êtes incapable d'en produire, qu'est-ce que vous êtes obligé de faire? Pourquoi mangez-vous finalement? Parce que vous n'êtes pas capable de faire la photosynthèse, et donc vous devez vous fournir, en consommant des végétaux, ou des animaux qui ont même consommé des végétaux, ces éléments, cette matière organique, qui va vous permettre à la fois
de bouger, de faire vos mouvements en la brûlant. C'est pour ça que vous émettez du CO2 et en même temps constituez vos membres. L'idée, d'ailleurs, que nous soyons une petite chaudière, alors ça peut vous paraître évident puisque vous êtes obligé de rester à 37 degrés, que vous produisez de la chaleur en permanence, mais c'était pas du tout évident. Il faut attendre en fait le XVIIIe siècle, les travaux de Lavoisier, qui à ce moment-là, on commence à avoir la machine à vapeur qui commence à se développer. Donc on fait le lien entre la possibilité que la chaleur et le mouvement, qui était le grand mystère aussi, les Grecs n'ont jamais su quelle était l'origine du mouvement. Et c'est au XVIIIe siècle, avec le modèle de la machine à vapeur, qu'on se dit « Ah, mais on émet du CO2 », et que Lavoisier commence à comprendre que qu'est-ce qui se passe dans notre corps, une oxydation des sucres. C'est-à-dire qu'on fait l'opération inverse de la photosynthèse. Vous prenez ces chaînes de carbone, chaque lien de carbone est extrêmement riche en énergie, vous les cassez. Quand vous les cassez, vous libérez l'énergie. Vous remplacez ces liens par des liens avec l'oxygène. C'est pour ça que vous devez respirer, parce que vous devez absorber du O2. Et à l'intérieur, votre petite chaudière cellulaire libère cette énergie et vous en utilisez une partie pour transformer et faire d'autres types de matières organiques que la matière organique végétale. Alors, ce phénomène, voilà, il a fallu énormément de temps pour le comprendre. Et tout de suite, ça nous pose quand même une vraie question. Une question énorme. C'est qu'au fond, donc, on est entièrement tributaire, le vivant est entièrement tributaire d'une opération qui est la photosynthèse que nous ne savons pas faire. Et donc, vous imaginez bien que, qu'est-ce qu'un écosystème? Alors, je vais compliquer un petit peu l'écosystème et je vais faire rentrer une autre donnée qui explique aussi pourquoi, quand vous mangez, si vous faites attention à ce que vous mangez, si vous regardez les Nutri-Score, si vous regardez la composition des aliments, vous allez vous dire « Oh, là, il y a un peu trop d'huile, là, il y a un peu trop de glucides, oh, des protéines, c'est bien. » Qu'est-ce que signifient tous ces mots glucides, lipides, protéines? Glucides et lipides, ça, on peut passer assez vite. Les deux sont des hydrates de carbone, c'est-à-dire c'est des chaînes carbonées. Au fond, les glucides et les lipides ont globalement la même nature. Les protéines sont un peu différentes parce que les protéines, c'est des chaînes de carbone qui ont un radical azoté, N. Alors, là aussi, il y a un paradoxe des animaux que nous sommes et des végétaux, c'est que l'air est rempli d'azote. Je vous rappelle que l'air, c'est 80%, enfin 79% exactement, de N2. C'est deux atomes d'azote qui sont collés l'un à l'autre. Et on est infoutu de l'extraire. C'est-à-dire que vous avez beau respirer, tout l'azote que vous absorbez, enfin du diazote pour être exact, vous allez le ressortir. Alors que vos protéines ont besoin de radicaux azotés. Et c'est quand même pénible de disposer d'une tonne de source et de ne pas pouvoir l'utiliser. Et les végétaux non plus sont pas capables de l'utiliser. Ils sont incapables de capter le diazote. Il n'y a que des bactéries et des champignons qui sont capables de le faire. Quand on dit que les légumineuses fixent l'azote, c'est pas tout à fait vrai, ou alors ça dépend la manière dont vous caractérisez un organisme, mais en fait c'est des symbioses de végétaux avec des bactéries qui leur permettent de capter l'azote de l'air. Et donc on a besoin d'un autre type d'organismes qui, eux, sont capables de faire cette opération merveilleuse qui est de casser l'azote de l'air. On y reviendra parce que l'azote, alors il faut savoir qu'en français, c'est plus facile pour nos collègues allemands ou anglais de faire un exposé, parce qu'en français, on a 3 mots pour parler globalement d'une même famille de molécules qui contiennent l'azote. On a azote, nitrate. Nitrate, en fait, c'est un azote qui est oxydé, et ammoniac quand il a du H+. Quand vous êtes en allemand ou en anglais, vous utilisez une seule racine qui est natrium pour parler de l'ensemble. Mais globalement, quand on parle des engrais du nitrate, d'ailleurs on dit engrais azotés, on va effectivement réévoquer à ce moment-là ce qu'a été la modernisation de l'agriculture et ce lien essentiel avec cette pauvreté en azote accessible de la nature, alors qu'elle est surabondante dans l'air. Et ça, c'est le sol qui le fait, parce que ces bactéries, ces champignons se trouvent dans le sol. Et c'est ces symbioses entre les végétaux et les bactéries ou les champignons du sol qui permettent que les deux éléments centraux qui composent entièrement vos aliments, le carbone et l'azote, se retrouvent ensemble.
Et donc vous, quand vous regardez, que vous dites « Ah, il faudrait que je mange un peu plus de protéines », ce que vous voulez dire, c'est que vous mangez une chaîne de carbone avec un radical azoté. Et c'est ce qui permet de faire des petits éléments qui s'appellent les acides aminés, qui eux-mêmes vous permettent d'avoir des protéines, et les protéines, c'est les ouvriers de votre corps. Toutes les opérations chimiques qui sont dans votre corps sont faites grâce à des petits ouvriers qui sont les protéines. Et donc, là aussi, vous êtes entièrement dépendant, vous n'êtes pas capable de l'extraire de l'air, et donc vous êtes dépendant de ce que vous consommez. Donc on comprend mieux pourquoi on mange, c'est cette impuissance. Si je vous dis ça, c'est qu'effectivement, on pourrait très bien imaginer un écosystème avec juste des végétaux, des bactéries et des champignons. Chacun s'occuperait d'une partie du cycle du carbone, cycle de l'azote, etc. Et donc finalement, les animaux sont des passagers clandestins du vivant. C'est terrible à dire, mais même quand vous travaillez beaucoup, vous ne foutez rien d'un point de vue de l'enrichissement en matière organique de l'écosystème. Alors, ça signifie une chose. Imaginez une population où vous avez 800 esclaves et 2 maîtres. Ça va. Si vous avez une végétation où vous avez 500 esclaves et 400 maîtres, ça veut dire que chaque esclave doit travailler en gros pour 0,8, 0,9 mètres. Imaginez une population dans laquelle vous auriez 300 esclaves et 700 maîtres. Je pense que très vite, elle irait à la banqueroute, à la famine. Vous savez, Platon explique que la liberté, c'est quoi? C'est le fait de ne pas travailler, finalement. Et ce que Platon ne dit pas, c'est que sa liberté n'est possible que s'il a un certain nombre d'esclaves qui cultivent ses champs pour lui fournir des pois chiches. Et de ce point de vue-là, d'un point de vue uniquement de la biomasse, nous sommes les maîtres et nous avons des esclaves qui travaillent pour nous. Et pas seulement nous, les êtres humains, mais tous les animaux, y compris nos animaux d'élevage. Alors c'est important de le dire parce que souvent on entend dire que l'élevage amène de la fertilité. C'est compliqué. Quand vous avez une vache, quand vous avez une chèvre, quand vous avez un mouton, ces animaux qu'on appelle des ruminants disposent d'une capacité que vous n'avez pas, qui est qu'ils ont une autre poche dans leur estomac qui leur permet de digérer, y compris de la paille, qui vraiment ils arrivent à digérer la cellulose, ce que vous ne faites pas. Quand vous mangez une feuille de salade, en fait, globalement, c'est pour ça qu'on vous invite à manger des fibres d'ailleurs pour nettoyer votre estomac, parce que tout ça fait un tampon qui descend et qui ressort de l'autre bout, et les fibres sont toujours là, parce que vous êtes incapable, votre flore bactérienne est incapable d'attaquer ces fibres et finalement d'en extraire des chaînes carbonées plus courtes. Et justement, la chance des ruminants, c'est qu'ils disposent d'une énorme poche. Alors il faut savoir qu'une vache, un mouton, c'est plutôt à 38 degrés, et à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle, c'est un fermenteur bactérien en fait. Vous avez 38 degrés, vous avez, s'ils ont suffisamment d'azote, vous avez des bactéries qui sont capables d'attaquer la cellulose, qui vont la couper, faire des sucres qui, eux, peuvent passer la barrière du système digestif, et pif, pouf, paf, il y a eu des expériences dans les années 60-70 pour nourrir des vaches avec du papier et de l'urine. Et effectivement, vous donnez à une vache du papier et de l'urine, elle va pas être très bien, elle aime pas beaucoup ça, elle va être un peu malade, mais elle va quand même arriver à casser la cellulose. Et là, vous comprenez pourquoi, en fait, les vaches, les chèvres, les ovins sont des super destructeurs de matière organique. D'ailleurs, si vous laissez un excès de ces ruminants à un endroit, vous aurez à la fin, sans régulation de la population, vous aurez un surpâturage et vous aurez une destruction de l'écosystème. Et qu'est-ce que fait l'être humain? Il multiplie ce genre d'animaux. C'est pour ça d'ailleurs que le loup et l'ours sont pas des amis de l'éleveur, mais ils sont des amis de la forêt, parce que naturellement, les populations de ruminants sauvages, dont les cervidés sont partis, dont les chevreuils, ils étaient régulés par ces prédateurs. Si vous laissez pulluler les chevreuils, les cerfs, alors en général, à un moment, ils auront des maladies, ceci dit, donc il y aura une régulation par la maladie, mais s'il n'y avait pas cette régulation, ils seraient capables de bouffer toute la matière organique. Donc fondamentalement, tous les animaux sont des destructeurs de matière organique. Ce qui fait que, imaginez un écosystème dans lequel, et c'est notre cas, dans lequel nous avons trop d'animaux destructeurs de matière organique par rapport aux végétaux fixateurs. À ce moment-là, la fin de ce système-là, c'est le désert. Quand vous avez bouffé toute la matière organique,
qu'est-ce qui reste? Il reste la fraction minérale. Et d'ailleurs, au XIXe siècle, la Revellière Lépaud, qui était un savant de l'époque, parlant des forêts, parce qu'il y avait une vraie question sur les forêts, dit « Les forêts précèdent les peuples, les déserts les suivent ». C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ils ont déjà conscience que l'activité humaine, alors, et on va revenir très rapidement sur un peu l'histoire de l'alimentation, que globalement, structurellement, l'activité humaine, en tout cas celle qui était pratiquée par les Européens de l'époque, est destructrice de matière organique. Ici, on a l'avantage d'avoir finalement toute une série d'écosystèmes et d'agrosystèmes. Peut-être qu'on n'a aucun écosystème naturel, on n'a que différentes formes d'agrosystèmes, y compris peut-être cette forêt, puisqu'elle a moins de 30 ans, ce qui est en soi remarquable. D'ailleurs, ça vous montre la quantité de biomasse et de matière organique qu'en 30 ans, une forêt a pu fixer. Vous comparez cette forêt avec un terrain agricole là-haut, et vous avez, en comparaison, le bilan matière organique de 30 ans de forêt avec 30 ans d'agriculture. Je crois que ça parle de soi-même. C'est-à-dire vous avez un énorme stock ici et vous comprenez ce que voulait dire la Revellière Lépaud. Toujours est-il qu'ici, on a tout cet ensemble d'agrosystèmes. Alors, on va voir que, d'une certaine manière, c'est pas si simple que ça de domestiquer la forêt, même si ici, il y a un énorme travail qui est fait. Et, au fond, ces agrosystèmes, c'est toute une gradation. On nous a présenté différents niveaux de la trajectoire de l'écosystème, mais finalement, on a un pôle qui est la steppe, et on a un pôle qui est la forêt. En fait, vous avez trois écosystèmes fondamentaux, si je puis dire, quand vous regardez le monde tel qu'il est. Je passe de côté les écosystèmes marins, mais terrestres. Vous avez les marais, vous avez les forêts et vous avez les steppes. Les marais, on peut domestiquer le marais, c'est la rizière. La rizière, c'est un marécage domestiqué. Et puis, on peut domestiquer la forêt, on reviendra là-dessus, et on peut domestiquer la steppe. Et la question qu'on peut se poser, c'est au fond, pourquoi on a privilégié la steppe? Ça n'a rien de trivial. En fait, il y a une raison historique fondamentale qui est que l'agriculture n'est pas apparue en Europe. Il faut bien imaginer que le paysan n'est pas européen. Le paysan vient du Moyen-Orient en tant que civilisation et pratique. Notre agriculture à nous est tributaire de ce qui s'est passé il y a 12 000 ans, en gros dans la zone qui est le nord de la Syrie, le nord de l'Irak, Syrie, une partie de la Turquie. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des populations qui sont des populations de chasseurs-cueilleurs dans une steppe arborée. On a eu un fabuleux exposé sur la consommation du gland, et effectivement, on sait qu'à ce moment-là, dans cette steppe arborée relativement sèche, on a des pistachiers, on a quelques chênes, et puis on a les plantes annuelles de la steppe. Des céréales, un certain nombre de pois, et on a aussi les animaux de la steppe, des ruminants. Puisque la forêt peut avoir des ruminants, mais on a très peu. Et là, vous avez tous les ingrédients de notre agriculture. Alors d'abord, pourquoi les gens se sont mis à l'agriculture? On n'a pas de réponse simple, mais si on veut se projeter dans le fait qu'on veut aller vers une société écologique, la question est quand est-ce qu'est apparue une société qui ne l'était pas forcément? Souvent, on répond c'est dans les 200 dernières années, avec l'apparition du monde industriel. Quand vous voyez les déserts du Moyen-Orient et les déserts du Sahara, vous apercevez que l'homme a pu détruire son environnement bien avant la période industrielle. Il faut se rappeler que le Sahara est encore passable par des bœufs il y a 1500 ans, en tout cas la partie occidentale. La partie orientale était déjà désertifiée. En moins 500, on pouvait encore le passer à cheval et après c'était fini. Et on avait amené le dromadaire qui est un super destructeur de matière organique. Et le dromadaire vient de l'Est. Et c'est exactement la direction de progression des agriculteurs. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Quel est le phénomène qui est en jeu? Et pourquoi le monde industriel, en fait, démultiplie par sa puissance ce que les agriculteurs de néolithique avaient déjà fait comme erreur? Ces gens-là, donc, ils ont domestiqué un certain nombre de plantes de la steppe. Il faut rappeler qu'ils ont été sédentaires avant d'être agriculteurs. Et d'ailleurs, le passage, la petite promenade que vous avez faite là, vous fait comprendre pourquoi on est sédentaire avant d'être agriculteur.
Parce que quand on exploite bien son environnement, quand on connaît bien les éléments qui sont nutritifs, on peut s'installer dans un endroit, rester fixe et effectivement exploiter les pistachiers, les chênes, les récoltes, etc., etc. Et l'hypothèse que va faire un archéologue qui est Cauvin, et ça c'est probablement l'hypothèse la plus intéressante, mais qui évidemment va être très difficile à vérifier parce que j'ai pas de machine à voyager dans le temps. Il a écrit un livre qui s'appelle Naissance des divinités, naissance de l'agriculture, et il dit finalement tous les éléments sont réunis en 12 000 ans, entre 12 000 et moins 10 000, tous les éléments sont réunis pour passer à l'agriculture. Il va falloir entendre plus de 1000 à 1500 ans pour voir vraiment l'agriculteur se mettre en place. Et le seul élément qu'on a de concomitant avec l'apparition de l'agriculture, c'est une mutation culturelle qui fait qu'on voit apparaître des statues de divinité. Alors on peut s'expliquer pourquoi, psychologiquement, les deux vont de pair. Quand vous êtes dans une société de chasseurs-cueilleurs, en général, le modèle dominant est celui de l'animisme. C'est-à-dire que tout être vivant a un anima, un esprit qui est d'ailleurs l'explication du mouvement. Aussi longtemps qu'on n'avait pas eu la révolution de Lavoisier et l'idée qu'on était un petit moteur, qu'est-ce qui nous fait bouger? C'est qu'il doit forcément avoir quelque chose qui nous met au mouvement. D'ailleurs, en français, on a hérité du latin. On dit bien que nous sommes animés, ce qui veut dire que le principe qui nous fait bouger, c'est une âme. Et donc, j'ai presque envie de dire la religion naturelle, spontanée, c'est de penser, puisque la religion, c'est pas l'idée que la religion, c'est la relation avec un être transcendant qui est là-haut, est une vision extrêmement récente et moderne. La religion, c'est d'abord quelque chose qui me permet d'avoir une cosmologie, qui me permet de donner du sens à ce que je vis. Et donc, à ce moment-là, ces populations animistes, dont la plupart des représentations étaient des représentations de vivants, vont faire émerger trois types de divinités. La nature, sous la forme de la déesse mère, et qui est extrêmement ambivalente parce qu'elle a à la fois, elle est une reine, elle a une forte poitrine, principe nourricier, et elle est entourée de deux lions, qui est le principe de menace sur le troupeau. Donc on voit l'ambivalence de la notion de nature. Vous avez le taureau, qui est l'essence de la domestication. C'est l'animal le plus gros qui est domestiqué. Et le troisième élément que vous voyez apparaître, c'est le culte des ancêtres qui va donner le patriarcat. Et Cauvin dit, ça c'est le changement. Et ces populations donc font un changement mental, et ce changement mental, il va se diffuser à travers le monde au fur et à mesure qu'ils avancent et qu'ils rencontrent des populations qui, elles, sont toujours de chasseurs-cueilleurs animistes. Sauf que donc, à un moment, ils ont saturé leur environnement pour une raison ou pour une autre, donc ils se sont mis à bouger, et ils arrivent ici, dans nos contrées, et ils rencontrent la forêt. Et là, vous avez deux solutions. Soit vous rencontrez un nouvel écosystème et vous décidez d'appliquer le principe de la domestication à cet écosystème, c'est un peu ce qui se fait ici en se disant, tiens, qu'est-ce qu'on va manger dans la forêt? Soit vous dites, je vais adapter l'écosystème que je rencontre aux plantes que j'ai domestiquées. Et c'est le choix qu'ils ont fait, et c'est la déforestation. Ils pratiquent massivement la bâti-brûlis. Ils ont en plus leur bétail, qui est un destructeur de matière organique, donc ils brûlent de la matière organique. Avec le bétail, ils sont capables de la digérer, et ils progressent en détruisant la forêt. Et ça vous donne une explication de pourquoi, quand on arrête de cultiver un sol, après tout, il devrait rester une steppe. Et effectivement, si vous êtes, je dirais, en Syrie, si vous arrêtez de cultiver un sol, vous irez pas forcément jusqu'à une forêt, parce qu'effectivement, il faut une certaine pluviométrie, etc. Mais ici, si vous arrêtez de cultiver un sol, vous allez retourner à l'état initial. Donc, il faut bien comprendre que l'ensemble de la campagne européenne est un système instable qui est maintenu par un effort permanent pour en faire une steppe. On a steppisé l'Europe, en fait. En Europe, ça n'a pas été trop catastrophique. Sauf qu'on a fait la même chose quand on est descendu dans des zones plus au sud, dans le Sahara. Et dans ces zones-là, le climat est beaucoup plus favorable à la destruction de la matière organique qu'à sa formation. Et donc, si vous bougez légèrement le curseur, vous rentrez dans un processus de désertification. Et ça vous intéresse directement. Ou ça nous intéresse directement. Parce qu'avec le changement climatique, on va se retrouver de plus en plus dans des conditions climatiques qui sont proches
de celles qui font qu'au Sahara, on a fait le désert. Ça veut dire que les méthodes qu'on a pratiquées, les méthodes industrielles, mais aussi des fois des méthodes paysannes qui ont été validées par des siècles d'expérience, ne seront plus valables dans le nouvel environnement qu'on va vivre. C'est-à-dire que des pratiques agricoles et alimentaires, puisqu'il n'y a pas de pratique agricole sans pratique alimentaire, qui ont été bénies par les siècles, deviennent une malédiction. Je vais vous expliquer très rapidement pourquoi et vous allez comprendre. Donc je vous ai expliqué qu'il y avait deux protagonistes fondamentaux en dehors des animaux, qui sont les végétaux et le sol. Pour que le sol puisse fixer de l'azote de l'air, il a besoin d'une source d'énergie et c'est en fait la biomasse que lui fournissent les végétaux qui vont utiliser comme énergie pour craquer l'azote. C'est pour ça qu'ils sont en symbiose. Si vous avez un sol sans végétaux, les bactéries disparaissent. Les bactéries du sol qui fixent l'azote ont besoin des végétaux. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la nuit, quand il n'y a pas de lumière, ces bactéries n'ont pas besoin de lumière pour travailler, et si elles ont de la chaleur et de l'eau, elles bouffent la matière organique. Donc globalement, vous imaginez le système. Le jour, il y a une hyperfixation de matière organique par les végétaux. Le sol en détruit un peu, mais le solde est positif. Et la nuit, le solde de fixation de matière organique est toujours négatif. Et destruction de matière organique. Alors on a un avantage, c'est que et les végétaux et ces bactéries sont extrêmement sensibles au froid. Quand il fait trop froid, elles s'arrêtent de travailler. Et c'est une chance pour nous, parce que quand on monte dans l'hémisphère nord, qu'est-ce qui se passe? L'été, quand les conditions sont favorables pour travailler, les nuits sont très longues. Vous êtes d'accord avec moi? C'est d'ailleurs pour ça que les records de production de blé sont faits en Écosse. C'est dans les Lowlands, aussi parce qu'il y a le Gulf Stream qui les réchauffe, que vous montez à 120 quintaux par hectare. Alors, avec de l'azote, on est bien d'accord, mais l'azote ne sert toujours qu'à faire de la photosynthèse. Pourquoi? Parce que vous êtes extrêmement au nord, vous avez une photopériode extrêmement longue, et donc, vos végétaux, ils font de la photosynthèse. Arrive l'hiver. Les nuits sont longues. A priori, c'est favorable aux bactéries. Mais il fait froid. Donc, elles-mêmes ne travaillent pas. Et c'est pour ça que les accumulations de matière organique se font toujours dans les climats froids. Si vous prenez une forêt tropicale, par exemple, vous avez énormément de matière organique vivante. Vous avez les arbres qui bougent. Les arbres, pardon, qui bougent. Lapsus. Qui travaillent, etc., etc. Si vous coupez ces arbres, très vite, vous perdez la matière organique du sol. En fait, vous n'avez très peu de processus d'accumulation de matière organique inerte, d'humus. Alors que, quand vous allez en Sibérie, vous avez des permafrosts, des sols gelés, qui sont des formidables accumulations de matière organique. C'est d'ailleurs pour ça que le réchauffement climatique pose un énorme problème, parce qu'en réchauffant les sols, on fait que les bactéries se mettent à attaquer ces matières organiques du sol, et puis ils dégagent. Ils dégagent du CO2 ou du méthane s'ils n'ont pas, s'ils sont sous il y a trop d'eau, etc. Et donc vous comprenez bien que le climat, qu'est-ce qu'il fait? Il va rendre de plus en plus chaud l'hiver. Il va rendre de plus en plus chaudes les périodes où la nuit est plus longue que le jour. Et donc globalement, le réchauffement climatique va basculer en faveur de la minéralisation de la matière organique. Alors si vous ajoutez nos modes d'alimentation, où on mange beaucoup de protéines animales, qui elles-mêmes sont une transformation pas que de protéines animales, on mange beaucoup de produits carnés ou de produits laitiers, qui sont eux-mêmes la transformation de végétaux, plus un réchauffement climatique, plus le fait que là-dessus on ajoute de l'azote. Cet azote, ça booste d'abord les micro-organismes du sol, qui bouffent la matière organique. Et donc, si vous rajoutez avec ça le labour, qui est aussi favorable à la minéralisation, on a un formidable moyen pour transformer le monde en désert. Et si vous regardez ce qui se passe en Australie, si vous regardez ce qui se passe en Amazonie, c'est ce qui est en train de se produire.
On a tous les facteurs de minéralisation de la matière organique vont dans le même sens. Alors, un petit mot quand même sur ce qu'a été l'industrialisation de l'agriculture et pourquoi c'est un formidable accélérateur. La modernisation de l'agriculture, en fait, son industrialisation, elle est complètement cohérente avec le fait que nous sommes une société industrielle. C'est une partie d'ailleurs de la réponse à la question que je me suis posée au début, qui était de dire, mais finalement, pourquoi depuis 35 ans, on a soutenu des mouvements qui essayaient d'écologiser la politique agricole? Pourquoi on n'a pas réussi à faire une agriculture écologique? La réponse, elle est très simple, c'est que chaque société produit son type d'agriculture. Qu'une agriculture industrielle ne peut produire qu'une société industrielle ne peut produire qu'une agriculture industrielle et que pour avoir une agriculture écologique, il faudra une société écologique. Et c'est là que le petit laïus que je vous ai fait sur l'apparition de l'agriculture au néolithique est intéressant. Parce que si on suit Cauvin, c'est effectivement une révolution des mentalités qui a amené à un changement du régime de production. Et de même, quand vous avez une mentalité industrielle qui met l'accent sur les automates, le monde comme un automate, l'optimisation de l'automate, alors qu'est-ce que vous produisez? Vous produisez un paysage, une agriculture adaptée aux automates que sont les machines. Si vous devez aller vers une société écologique, alors en fait, ce qu'il y a derrière, c'est notre rapport au monde qui va être redéterminé, repensé. Toujours est-il que c'est quoi l'industrialisation de l'agriculture? L'industrialisation, elle a commencé évidemment dans la manufacture. C'est là que vont se faire les travaux sur l'arrivée de la machine, la réorganisation du processus autour de la machine et la destruction du monde artisan. D'ailleurs, c'est souvent ce que je fais remarquer quand les gens disent « il faut qu'on protège une agriculture paysanne ». La réponse que je leur fais, c'est on pourra protéger une agriculture paysanne quand on aura aussi une manufacture artisanale. Parce que le paysan n'est jamais que la forme artisanale de l'agriculture, comme l'artisan était la forme artisanale de la manufacture. Vous avez l'accumulation de capital, vous avez comme modèle en général le grand navire, parce que les gens qui vont conduire en fait l'industrialisation du monde, c'est des gens qui contrôlent le grand commerce. Et d'ailleurs, dans l'usine, on utilisera le terme de contremaître, qui est un terme qui vient de la marine. Et effectivement, vous voyez que tout le monde est organisé comme un grand navire. C'est un appareil technique, vous avez un équipage, il se technise de plus en plus et il faut optimiser la trajectoire de cet équipage. C'est ça qui va servir de modèle. Alors en plus, l'avantage des grands navires, c'est que les marins ne peuvent pas s'échapper. Ils sont sur le navire, ils ne peuvent pas le quitter. Et la fabrique, c'est toute la question du ludisme, de cette lutte des artisans, c'est la question de l'enfermement du travail dans la fabrique. Et donc c'est ce modèle-là qui va être déployé, et donc inévitablement, il est arrivé un jour où il a atteint l'agriculture. L'agriculture, elle arrive en gros grâce à la Première Guerre mondiale, où avec les tanks, on va résoudre un des problèmes qui avait bloqué l'industrialisation de l'agriculture, qui est qu'on va faire des machines mobiles. Dans la fabrique, vous avez la machine immobile, les individus qui tournent autour. La réussite dans l'industrialisation de l'agriculture, c'est l'invention du tracteur et c'est la machine qui devient mobile. Et à partir de là, le processus s'enclenche. Vous allez adapter le territoire à la machine. Il faut des parcelles de plus en plus grandes. Et puis, vous avez un problème, il faut que vous remboursiez la machine, parce que pour avoir la machine, vous avez un gros capital. Mais exactement comme de même manière qu'en industrie et dans la marine, c'est le fait d'avoir des outils techniques extrêmement coûteux qui a obligé de faire des sociétés de capitaux, on a une agriculture de firmes qui se développe, parce que pour supporter le coût du capital, vous allez devoir créer des sociétés de capitaux, etc., etc. Donc tout un modèle qui se met en place, organisationnel, etc. Effectivement, la difficulté, et c'est pour ça que d'une certaine manière, l'agriculture est le maillon faible de ce système-là, avec l'éducation, je dirais, et la santé, c'est que la manufacture ne traite pas de vivants. Enfin, les seuls vivants de la manufacture, à vrai dire, c'est les ouvriers. Et quand vous voyez le temps qu'il a fallu, d'ailleurs, pour résoudre les problèmes de santé qui ne sont toujours pas résolus du fait que vous contraignez des organismes vivants à faire des actes répétitifs, il suffit de travailler dans la médecine du travail, vous comprenez que le vivant souffre aussi dans la manufacture. Mais en agriculture,
ou dans la santé ou dans l'éducation, la mise en place d'un système industriel sur des organismes qui ne sont pas des machines par essence va multiplier les problèmes. Effectivement, le premier problème, c'est que quand vous faites de la monoculture, vous avez des maladies. Heureusement, miracle, on a trouvé les pesticides. Donc, il faut imaginer que vous mangiez chaque année des quantités d'antibiotiques systématiquement. C'est le cas de l'agriculture. On maintient le système par une masse d'antibiotiques, etc. Donc, toute une série d'innovations techniques qui nous ont permis de maintenir un système extrêmement instable, mais qui est sous perfusion de toute cette production. Le tout étant extrêmement coûteux en énergie. Et c'est là qu'en agriculture, c'est à double peine. Non seulement le système est coûteux en énergie, mais en plus, il produit des effets délétères sur le climat. Alors, je crois que la conclusion, évidemment, s'impose d'elle-même, c'est qu'à 8 milliards, bientôt 10 milliards, si on continue à faire de l'agriculture et de l'alimentation comme on le fait, et si on continue à vivre comme on vit, ça va pas durer très longtemps. Ça, je pense que tout le monde ici en est persuadé. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire une plus longue démonstration. Quelles vont être les solutions? Alors, si vous regardez bien la consommation de produits animaux, vous vous apercevrez qu'elle est quand même extrêmement liée à la densité de population. Prenons l'exemple, prenons une section de territoire à travers toute l'Europe, de la Laponie à la Crète, et imaginons quelle était la situation en 1850. Il est évident que plus vous montez, plus vous avez la consommation de produits animaux, et plus vous descendez, plus vous avez la consommation de produits végétaux. Et si vous regardez bien les grandes civilisations, c'est des civilisations qui reposent sur une alimentation essentiellement végétale. Alors, ça ne veut pas dire que la haute cuisine ne consommait pas des produits animaux, mais le cas extrême, et d'ailleurs tout à fait intéressant et contre-intuitif, c'est l'Inde. Parce qu'effectivement, quand vous êtes dans une logique aristocratique de distinction, vous vous dites, mais finalement, avoir accès à un produit extrêmement coûteux comme la viande, c'est une marque de distinction. Est-ce qu'on va retrouver plus ou moins aussi en Chine? Et la question est de savoir pourquoi, au fond, en Inde, il y a eu une inversion. Et on peut faire l'hypothèse, alors un peu utilitariste, mais parfois l'utilitarisme n'est pas inintéressant, on peut faire l'hypothèse que quelque part, les Indiens ont connu très précocement la saturation de leur seuil de biocapacité. Et que là, ils n'ont pas eu d'autre choix que de promouvoir le végétarianisme, parce que s'ils avaient continué à consommer massivement de la viande, ils auraient disparu comme écosystème. Et que probablement, c'est ce qui les a sauvés. Alors que peut-être que du côté de l'espace méditerranéen, on y a pris conscience trop tard. L'espace méditerranéen, il a été en partie sauvé quand même, et ça fait écho à ce qui se passe ici, grâce à la domestication des arbres. Et c'est là que, dans les réflexions modernes qui reviennent, on a deux manières évidentes. Le fait qu'il faut réduire de manière drastique la consommation de produits animaux, en distinguant en général quand même l'agriculture industrielle dans laquelle non seulement on a beaucoup d'animaux, mais on en a fait des granivores, c'est-à-dire que les fameuses vaches qu'on avait autrefois qui mangeaient des fourrages grossiers pour faire du lait et de la viande, maintenant on les nourrit au maïs et au soja. Donc ce qui est évidemment encore pire en bilan de biomasse. Il y a une distinction quand même à faire entre différents types d'élevage, mais globalement, on sait que la tendance, ce sera de prendre le chemin qu'ont pris les Indiens si on veut être très nombreux sur Terre. De toute façon, on sera très nombreux sur Terre, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, puisque ça dépend pas que de nous. Donc, il va falloir prendre cette direction-là. Ça, ce problème est très connu. Mais même ça va pas résoudre de manière évidente un certain nombre de problèmes. Et c'est là que l'intérêt de se dire, mais finalement, ce choix qu'on a fait, nous, Européens, au néolithique, enfin, ce non-choix qu'on a fait, au fur et à mesure que nos ancêtres moyen-orientaux se sont étendus en Europe, avec des débats d'ailleurs, qu'est-ce qui a été des mouvements culturels et qu'est-ce qui a été des mouvements de population, mais là, je rentre pas dans les détails. Mais qu'est-ce qui fait que ce choix de la steppe était peut-être un mauvais choix? Et alors, c'est là que c'est très intéressant parce que récemment, les Néerlandais se sont aperçus qu'il y a eu des réversibilités. Les Néerlandais, vous savez, ils ont colonisé l'Indonésie. Et puis, pendant longtemps, il y avait en Indonésie des tas de systèmes agroforestiers. Ils se sont dit, tiens, les paysans indonésiens, ils sont moins avancés que nous. Ils n'ont pas vraiment découvert l'agriculture.
Donc, ils sont restés dans un état alternatif entre chasseurs-cueilleurs et agriculteurs. Donc, en gros, l'agroforesterie, c'est une sorte d'état médian entre chasseurs-cueilleurs et le vrai agriculteur, qui est celui qui, évidemment, coupe la forêt, puisque le grand geste pour les Européens, pour faire de l'agriculture, c'est évidemment de défricher. Et ils se sont aperçus, en fait, que dans des tas d'endroits, l'Indonésie avait été totalement défrichée, voire désertifiée, et que probablement, la forêt alimentaire qu'on voyait était une rétroversion, c'est-à-dire que les populations, face à l'impasse écologique, s'étaient aperçues que la forêt domestiquée était plus efficace agronomiquement que les cultures annuelles qu'ils avaient au précédent. Et quelque part, on se dit, en fait, on va être au même défi au niveau mondial. Alors, ça pose quand même des sérieuses questions, évidemment. D'abord parce qu'ils l'ont fait dans un moment où ils avaient un déséquilibre écologique local, ils n'avaient pas, comme nous, un déséquilibre écologique global. Le souci qu'ont tous les gens qui s'occupent, y compris de forêt, c'est de se dire, compte tenu du temps de pousse d'un arbre, l'arbre va être planté dans un climat qui ne sera pas le climat dans lequel il se retrouvera dans 30 ou 40 ans. Et ça, c'est un vrai défi. D'où l'importance d'avoir de la diversité entre espèces, de la diversité à l'intérieur des espèces, etc. D'où le fait, d'ailleurs, de ne pas faire des monocultures. Ça, c'est un premier, évidemment, défi, qui est le défi du pas de temps. Et puis, il y a le second défi, qui est qu'effectivement, il va falloir arrêter de manger du pain et manger plus du gland et des châtaignes. Et évidemment, le grand défaut de l'arbre, c'est qu'il s'adapte mal à la machine. Alors, j'ai quand même appris que pour les bêtes genévriers, un bon parapluie et un bâton, ça permettait de gagner en efficacité. Et vous comprenez bien qu'on a beaucoup de mal à faire une moissonneuse-batteuse pour gland. C'est une des raisons pour lesquelles la châtaigne a périclité. La châtaigne, il faut se rappeler que les Cévennes, les départements des Cévennes, au milieu du 19e siècle, ils ont connu leur optimum de densité de population au milieu du 19e siècle, à l'apogée de la châtaigneraie, qui posait un certain nombre de petits problèmes agronomiques quand même, mais globalement, c'était tellement performant qu'ils arrivaient à nourrir une population qui fait qu'aujourd'hui, vous faites venir des agronomes modernes comme moi dans les Cévennes, on dit, on va faire du mouton. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? À des endroits où, grâce à la châtaigne, il y avait une population très abondante. Là, on va avoir un changement culturel majeur. Mais ce qui est intéressant, c'est de se poser la question, maintenant, pas pourquoi on mange, puisqu'on l'a répondu précédemment, mais pourquoi on mange ce qu'on mange. Et là, j'aimerais introduire cette idée que l'être humain, il a eu une grande réussite en termes d'évolution. Si on mesure la réussite au fait d'envahir le monde, on a eu une extraordinaire réussite. On est des singes nus, tout nus. Normalement, quand on nous met en dessous de 13 degrés tout nus ou au-dessus de 30 degrés tout nus, ça se passe pas très bien. On va chercher l'ombre, etc. Et pourtant, on est allé du pôle au Sahara, etc. On a eu deux leviers pour notre réussite adaptative exceptionnelle, les mœurs et l'outil. Le vêtement, typiquement. Si vous discutez d'ailleurs avec des médecins qui s'occupent des effets du changement climatique, ils disent le réchauffement, c'est beaucoup plus effrayant que le refroidissement. Parce que le refroidissement, vous pouvez toujours mettre des vêtements plus épais. Une fois que vous êtes tout nu, vous ne pouvez plus rien enlever. Donc le réchauffement est plus problématique. Mais toujours est-il que dans un certain nombre de cas, comme le froid, vous voyez les Esquimaux, grâce à l'habit, on est allé à des endroits où biologiquement on ne devrait pas aller. Et puis l'outil, parce que les Esquimaux savaient faire un canoë, les Esquimaux savaient faire des harpons, etc. Ça, on l'a bien en tête. Et d'ailleurs, toute la manière dont on nous raconte l'histoire, c'est une histoire d'évolution des outils. C'est pour ça qu'on dit âge du bronze, âge de la pierre taillée, d'abord Père Poly. Vous avez une vision du progrès comme étant le progrès de l'outil. Mais on a aussi les mœurs. Les mœurs, c'est qu'est-ce qu'on mange, comment on se marie, comment on vit, la nuptialité, typiquement, vous avez une énorme variété de modes nuptiales. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a une énorme variété de modes alimentaires. C'est pour ça qu'on est omnivore. Ce qu'on peut dire, c'est que, à l'heure actuelle, dans nos sociétés industrielles extrêmement technologisées, à chaque fois qu'on a un problème, quel est le réflexe? C'est de se dire, on va inventer un nouvel outil. Mais imaginons une espèce, je sais pas, la gazelle,
qui doit sa capacité de survie dans l'environnement, abandonner la rapidité à la course en disant je me concentre sur le fait que je suis que sur un seul élément qui est le fait que j'ai des cornes. Elle se ferait bouffer par tous les lions. Cette gazelle disparaîtrait. C'est-à-dire qu'une espèce comme la nôtre, qui abandonne l'évolution de ses mœurs, qui repose sur un seul élément, l'outil, elle abandonne quelque part une des conditions qui a fait son succès évolutif. Et tout le débat écologique, il tourne globalement autour de cette tension. Il y a ceux qui disent il va falloir qu'on change nos mœurs, et ceux qui disent non, faut pas emmerder les gens, ils ont l'habitude de vivre comme ils vivent, on va trouver un outil qui résoudra le problème. Et en fait, les gens qui disent ça, ils abandonnent un des facteurs de réussite évolutive de l'homme, et on peut même prédire qu'à ce moment-là, ils le condamnent à disparaître. Exactement comme la gazelle qui abandonnerait sa rapidité à la course. Donc changer son alimentation, quand on regarde la longue histoire, c'est pas si difficile que ça. Il y a des tas de peuples qui l'ont fait. C'est comme ça qu'ils se sont sauvés. Quand vous regardez, par exemple, alors, il y a encore les travaux de Jared Diamond sont très discutés, mais sur le point de la disparition des Vikings, et on a la même chose dans le cas de la famine de l'Irlande, on a des réflexions comme ça qui est de se dire, mais finalement, pourquoi quand il y a eu un refroidissement, un petit âge glaciaire, pourquoi les Vikings ont disparu et les Esquimaux n'ont pas disparu? Les Vikings, c'était, enfin, le terme Viking est un peu impropre, les Scandinaves qui avaient colonisé le Groenland, ils faisaient du mouton. Et ils voulaient pas changer. Plus ils étaient chrétiens, donc chasseurs-cueilleurs, c'était un truc de païens. Et donc, quand le froid est venu, ils n'ont pas voulu changer leurs mœurs, ils ont disparu. Donc la sélection s'est faite non pas par les outils, ou un peu par les outils, mais aussi par les mœurs. Et c'est ça qui est en jeu, c'est tout le débat sur consommer moins de viande, consommer moins de céréales, plutôt boire du cidre que du vin. Alors je vais pas me faire des amis avec les gens de Bordeaux, évidemment, mais finalement de se dire peut-être que le cidre a un meilleur bilan agronomique que le vin, ou etc. C'est une question. D'ailleurs, vous le voyez, on est allé vers des alcools. Alors, je suis pas forcément ici pour vous inviter à boire de l'alcool, mais disons que les êtres humains massivement boivent de l'alcool. On est allé de plus en plus vers des alcools de grains, dont le bilan agronomique est beaucoup moins bon que des alcools de fruits. Donc, toute notre logique alimentaire, toute l'évolution, parce qu'on a connu déjà une révolution alimentaire, c'est aller vers des systèmes qui détruisaient le plus la biomasse. Si on fait des bilans biomasse, on va changer. Alors d'où l'intérêt d'ailleurs de faire travailler des cuisiniers, de faire travailler notre imaginaire sur ce que c'est bien manger. Moi le premier, voilà, quand je regarde mes parents, par exemple, voilà, je suis né en 1970. Mes parents c'était vraiment la génération d'avant, d'après-guerre. Ça leur coûte quand même beaucoup de dire qu'on va faire un bon repas sans viande. Et même moi, si j'invite des gens à un repas sans fromage, j'hésite un petit peu. Et tout ça, ça va devoir être travaillé, mais fondamentalement, si on veut survivre, on n'aura pas le choix. Parce que tout simplement, on a multiplié les animaux autour de nous qui détruisent la matière organique, et de toute façon, si on est trop d'animaux par rapport aux végétaux, on disparaîtra. Donc de toute façon, il va falloir qu'on réduise drastiquement les animaux d'élevage. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire. Si vous le souhaitez, on peut approfondir certaines questions, ou peut-être que vous avez des témoignages sur la manière dont vous vous projetez dans dans notre avenir alimentaire, etc., etc.